Bonsoir mesdames, messieurs. Donc, j'ai le plaisir d'être là parmi vous ce soir en compagnie de Happy Lab. Donc, je suis responsable du marketing institutionnel pour la ville d'Yverdon-les-Bains. Et on va parler de l'expérience du marketing urbain d'Yverdon-les-Bains. Alors, bienvenue. Pour commencer, je vous propose de poser le contexte, le cadre et la situation d'Yverdon-les-Bains. Alors cette photo n'est pas un montage, je suis certain que vous l'avez déjà vu. Donc Yverdon-les-Bains, c'est bien la deuxième ville du canton, c'est la 23e ville suisse. C'est une ville idéalement positionnée au cœur de la Suisse romande, mais aussi aux portes de la Suisse allemande. Yverdon-les-Bains, c'est aussi un développement potentiel jusqu'à plus 20% d'ici 2030, c'est-à-dire 30 000 fois 20%, enfin je vous laisse faire ça. Et Yverdon-les-Bains, c'est aussi au sein du district 75 communes, 88 000 habitants et plus de 4 000 entreprises installées. Yverdon-les-Bains a une particularité qui est relativement intéressante, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'en fait on a d'un côté des champs d'implantation à court, moyen et long terme, comme Y-Park, qui est le plus grand technopôle de Suisse qu'on a, et en même temps on a la production de cerveaux frais via la HES, la HEIGVD, et la production de main-d'œuvre hyper qualifiée via le centre professionnel du Nord-Vaudois. Entre les deux, on a un centre de transfert de technologie et un incubateur. Donc en fait, on a une espèce de concordance entre développement et cerveau qui est hyper intéressante. En plus de ça, on a une densité et une accointance du tissu culturel qui est hyper intéressant en fait. Comme vous pouvez le remarquer un petit peu, là on voit la place Pestalozzi, tous les acteurs clés culturels se retrouvent à peu près autour de cette place, ce qui fait qu'ils sont tous voisins en fait concrètement, et ça facilite les échanges. La place Pestalozzi, c'est aussi leur terrain de jeu préféré, ils l'investissent régulièrement, ce qui permet à la population aussi d'avoir une première interaction très concrète avec ces acteurs culturels. Et puis on a un singularisme assez fort avec la maison d'ailleurs, que je ne présente pas, je suppose. Voilà, très bien. Et le centre d'art contemporain qui propose des expositions protéiformes, typiquement, il faut que je reprenne mes notes, je n'ai pas assez de mains. On a eu une exposition en 2015 de Karim Noureldine, où finalement l'espace d'exposition devenait l'œuvre, ce qui a permis des collaborations hyper intéressantes au-delà de ça. On a 2 théâtres communaux, ça a l'air de rien, mais ça veut dire beaucoup d'indépendance d'un point de vue du choix. Et en plus, on a des événements récurrents particuliers, comme l'autre 1er août qui habite la plage une fois par année, forcément au 1er août, et qui met en exergue tout ce qu'on peut considérer comme étant la philosophie ou les valeurs d'une Suisse contemporaine et actuelle. Peut-être que j'en reparlerai. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous avons concrètement une ville avec des qualités évidentes. Nous avons un défaut d'image, ça on ne va pas se le cacher. On a un politique qui a compris les problématiques liées à un problème d'image et qui a la volonté d'investir cette problématique et qui demande l'investissement et la création de solutions. Donc, par rapport à ça, on commence par essayer de comprendre dans quel champ concurrentiel on se trouve via un pestel, et puis aussi de voir s'il n'y a pas un segment dans lequel on peut se positionner via un SWOT. Le résultat, c'est que c'est plus compliqué que ça, en fait. On n'arrive pas à déterminer très clairement un segment dans lequel on peut se positionner. On se rend compte que le champ concurrentiel, il est hyper dense, que la concurrence, elle est hyper méchante, et que géographiquement, on est plutôt pas mal situé, sauf qu'on est à peu près 40 km de 2 capitales cantonales qui ont beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de force de frappe que nous, qui sont forcément Lausanne et Neuchâtel. De plus, à 30 000 habitants, autour de 30 000 habitants, on a un champ concurrentiel très violent. Toutes les villes se positionnent, et quand je dis toutes les villes se positionnent, c'est autant Morges, Nyon que Sion, par exemple, pour rester très proche, ou Bienne, et que finalement, en termes d'infrastructure, on est très très proche. Donc à partir de là,
c'est plutôt compliqué de se déterminer. On est reparti sur d'autres bases. On a considéré qu'on pouvait émettre des hypothèses à partir des acteurs clés que nous avions, et donc définir des champs dans lesquels on pouvait s'intégrer et des segments sur lesquels on pouvait travailler. On a défini aussi qu'on devait considérer le citoyen comme un client, mais surtout comme un stakeholder, c'est-à-dire comme une partie prenante à l'intérieur de la ville. Qu'on avait des similitudes en termes de champs avec l'hôtellerie de luxe, parce qu'à degré équivalent, à infrastructure et à logistique équivalente, ce qui est important, c'est l'expérience que vous offre l'hôtellerie de luxe, et qui va déterminer votre choix par rapport au fait d'aller dans celui-ci ou celui-ci. Et qu'il était fondé, que nous devions travailler transversalement et plus largement, pas en tant qu'administration, mais en tant qu'acteur clé et partie prenante avec tous les autres acteurs de la cité. Mais à ça s'ajoute la possibilité d'une île. En fait, cette notion d'un potentiel changement de paradigme, elle se cristallise à travers cette image. Cette image, je l'ai prise lors de mon premier jour à l'administration. Alors c'est hyper cool de commencer comme ça, parce que c'était Sonisphere, en fait. C'est lors du concert de Metallica, sur l'espace, l'estrade VIP. Et en fait, ce qui s'est passé en 2011 et 2013, il y a eu un grand appel d'air, un grand wind of change à travers l'administration et à travers des acteurs clés de la ville. C'est-à-dire que Marc Atala de la Maison d'Ailleurs était là depuis une petite année. Madame Hirsch était la nouvelle directrice de l'HEIGVD. J'étais accompagné de Raphaël Coumer, le nouvellement chef de service du nouvellement service de la culture. Nous avions 2 nouveaux directeurs de musée. Et Sandy Wetzel prenait ses fonctions à l'intérieur de la direction d'Y Park. Donc, tout ceci permettait d'envisager un nouvel élan, puisque chacun de ces acteurs avait la volonté et le désir de faire la promotion et de sortir Yverdon-les-Bains de cet état dans lequel il était aujourd'hui et du défaut d'image dans lequel il était en 2012. Sonisphere nous a apporté 2 choses très intéressantes sur lesquelles on a pu bâtir aussi beaucoup. La première, c'est que ça a décomplexé les Yverdonnois par rapport à la Riviera, très concrètement, et ça leur a donné faim et soif. La deuxième, c'est qu'on a pris une grosse gueule de bois juste après, parce qu'en fait, un événement comme Sonisphere ne permet pas, à terme, de modifier l'image de la cité, en fait. Il est impératif que l'événement puisse exister, émerger du tissu local. Et qu'à partir de là, si on n'avait pas un bon enracinement d'un événement, il ne pouvait tendre et soutenir la modification de la perception de la ville. Et ça ne marche plus. Non, ça va. Donc, à partir de là, il a fallu qu'on trouve une nouvelle approche. On s'est demandé comment on allait avancer. Et puis en fait, on a défini qu'il fallait qu'on fasse un espèce de mix sur un peu de corporate, un peu de branding et un peu de direct sales. Et puis que de toute manière, comme je l'ai dit précédemment, on ne pouvait travailler tout seul et qu'on allait devoir intégrer de toute manière tous les acteurs et trouver une manière de travailler avec eux. Pour cristalliser tout ça, on a défini le concept de développer des années thématiques. Une année thématique, elle se choisit selon une opportunité et la potentialité de mettre en avant un attribut ou une des hypothèses qu'on avait établies par rapport à un positionnement de la ville. Une année thématique, elle permet de développer des actions ciblées et corrélées à travers toutes les actions et tous les acteurs qui intègrent cette année thématique. Elle permet aussi à tous les autres acteurs, plus largement, puisque en tant qu'administration, on n'a pas la main mise sur tous les éléments de la ville, c'est-à-dire l'office du tourisme, le développement, l'office du développement, Y Park qui n'est pas rattaché directement à la ville. C'était une bonne manière de préparer et de sous-tendre au fait que tout le monde pouvait travailler au même développement de la ville et tout le monde pouvait participer d'une manière ou d'une autre à cet effort. Et ce qui était surtout sous-jacent, c'était de pouvoir transformer les Yverdonnois en des ambassadeurs. À cela
comme on nous l'a beaucoup demandé, on s'est posé la question d'un positionnement. Comme il était compliqué de le définir, on a essayé, et on essaye encore, d'opter sur une nouvelle pratique, qui est en fait la création d'un état d'esprit, puisque un positionnement était compliqué à mettre en place dans ce cadre-là. On a plutôt décidé qu'on allait poser un binôme qui nous permettait de choisir, de valider et de faire avancer les projets par rapport à simplement ce binôme qui peut fonctionner comme deux axes, qui est créatif et engagé. À partir de là, à partir de cette recette simple, on a mis en place les années thématiques et on l'a mis en pratique. La première mise en pratique, c'est Super City. Super City, c'est 2014. Donc le but de Super City, c'était de changer la perception de la ville, de travailler sur un public cible 15-35 ans, de s'assurer que les Yverdonois devenaient fiers de leur ville et qu'ils avaient de l'engouement, et puis qu'on proposait une nouvelle expérience de la ville. Sur ce coup-là, comme on a commencé relativement tard, à partir de mi-2013, on a deux acteurs clés qui sont la Maison d'Ailleurs, avec Superman, Batman and Comics, l'exposition, et l'administration. Cette image est très importante, au-delà du fait que j'en parlerai après, c'est la première action de Super City. C'est qu'en fait, sans l'intégration par le politique des tenants et aboutissants d'une telle stratégie, sans leur soutien et sans leur capacité à intégrer ces actions dans leur vision politique, il est très compliqué de faire avancer les choses, puisque, in fine, ce sont eux qui portent, et in fine, ce sont eux qui en récoltent les fruits ou ramassent les pots cassés, concrètement. Revenons à Super City. Cette image accompagnait la première action qu'on a fait dans Super City. En fait, on a perverti les moyens de communication standards et institutionnels de la ville. On a envoyé un communiqué de presse avec cette photo et deux autres qui relataient la cérémonie de la charte d'amitié pour le jumelage entre Gotham City et Yverdon-les-Bains pour l'année 2014. Le maire de Gotham City, M. Garcia, ne pouvant pas être là, ayant quelques problèmes avec la justice, c'est Bruce Wayne, un habitant célèbre de la ville, qui était venu assister à la cérémonie. C'était la première action. La deuxième action pour Super City, c'est un habillage de la ville autour de cette thématique avec des sculptures à travers toute la ville qui évoquent cette thématique et qui évoquent aussi les actions concrètes de la ville. Aux entrées de ville, vous voyez en haut à droite des totems qui parlaient du jumelage Gotham City-Yverdon-les-Bains, une statue de Hulk et plein de logos qui étaient plus ou moins simples à identifier et à déterminer. Par cette action, on voulait lancer une redécouverte de la ville, un petit parcours, puisque à proximité de ces sculptures, il y avait des QR codes géants qui étaient posés et qui proposaient de découvrir la ville via un parcours, comme je l'ai déjà dit, et aussi d'avoir des anecdotes et de comprendre à quoi se référaient certains de ces logos. Il y en a qui sont simples, d'autres qui le sont moins. Le vert, là, c'est les Green Lanterns. Voilà, par exemple. La troisième action, c'était une grosse animation tout public en parallèle du vernissage de l'exposition à la Maison d'Ailleurs. On a fait venir la Batmobile avec Batman. Ça, c'était vraiment pour proposer une expérience au public très largement, d'avoir un moment clé, un moment fort et donner beaucoup à voir. Ça a hyper bien marché. Ça a été un petit peu dépassé d'ailleurs. C'était très bien. Je fais juste... Voilà. Ce qui a été validé par Super City, et je reviendrai sur les retombées après, c'est qu'en fait, cette thématique, on a pu l'utiliser, elle a généré des collaborations, et il y a eu un très fort sentiment d'appropriation. Typiquement, on a l'Amalgame, qui est une salle de concert à Yverdon-les-Bains, qui ont avalé la thématique et qui l'ont recraché selon leur code pour nous faire une soirée Les super-héros ont la gueule de bois, qui mélangeait un peu esthétique kitsch, musique électronique et disco party. On a lancé une campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets et le littering via un super-héros et une campagne SGA. On a eu une collaboration Ville de Genève, Ville d'Yverdon
dans le cadre de la Nuit des musées, avec la super Nuit des musées, comme vous pouvez le voir. Concrètement, en termes de retombées, j'adore cette image, c'est moi qui l'ai prise. On a eu beaucoup d'échos au national et à l'international pour deux raisons. La première, c'est que le jumelage a été repris par l'AFP, le communiqué de presse, et donc a été diffusé très loin, très largement. Et pour la Batmobile, on a eu Keystone. Quand Keystone est venu pour la Batmobile, ils sont venus ensuite pour le parcours à travers la ville. Ils ont fait des vidéos. Et ça aussi a permis un relais très très puissant. Et on a fait la couverture du site de CNN, CBS. On a eu un article que j'ai pas lu jusqu'en Israël. Donc on a eu une grosse couverture, une grosse visibilité et un gros engouement de la population. Concrètement, il y a 3 choses qu'on a compris, ou pas. En tout cas, il y a 3 enseignements qu'on a pu tirer de Super City. La première, c'est que le tour de ville avec les QR codes n'a pas du tout marché, en fait. On a eu un pic après, et ça, on le sait parce qu'en fait, on a compté le nombre de scans des QR codes et les prises de contact par rapport à l'hôtel de ville et à l'office du tourisme pour les parcours. Ça n'a pas du tout bien fonctionné. Par contre, Hulk est devenue la mascotte. Les Hivernois se l'ont appropriée. Au-delà de faire des photos avec, il y avait les championnats du monde de football. Dans les phases de finale, Hulk a eu, que ce soit en tablier ou en cape, à peu près tous les drapeaux, toutes les nations possibles par rapport à ces gestions de finale. Et il y a eu beaucoup d'inquiétudes, il a été agressé, il a disparu, on a eu des demandes. Enfin, il y a eu vraiment une appropriation très forte de Hulk et ça, on n'avait pas du tout prévu. Et quand Batman est arrivé, on s'est retrouvé avec 3200 personnes sur la place Pestalozzi. Ça, on n'avait pas prévu du tout. Et plein de gens qui venaient faire des photos avec la Batmobile et Batman. Tellement de gens et tellement d'enfants qu'on a dû repousser les phases protocolaires et officielles pour permettre à un maximum de gens de profiter de ce moment-là. Donc en fait, ce qu'on a identifié, c'est qu'on n'avait pas la compétence et la capacité de gérer cet aspect-là. On voulait que les citoyens deviennent des ambassadeurs et leur proposer une expérience de la ville, mais on n'avait pas les outils et la compréhension de cette matière. C'est la raison pour laquelle, assez vite, on a cherché un prestataire, quelqu'un qui pouvait nous aider dans ce cadre-là. Et l'année passée, on a fait l'année du robot. L'année du robot, de nouveau, c'est une opportunité hyper intéressante. Et pour l'année du robot, on voulait clarifier quelle était la position d'Yverdon-les-Bains par rapport à l'EPFL et à l'EPFZ. Pouvoir dire, nous à Yverdon-les-Bains, on est plutôt axé transfert des technologies, plutôt par rapport à la stratégie européenne Horizon 2020, on est dans le transfert des technologies et dans la robotique appliquée. Et puis on a, comme je vous l'ai déjà dit, on a YPark, HEIGVD, ce consortium qui nous permet d'être très pertinent dans ce cadre-là. Et l'année du robot, c'est de nouveau cette opportunité hyper intéressante, l'HEIGVD avec la Maison d'ailleurs qui monte une expo sur les robots, et le fait d'être la ville qui accueille des coupes de robotique, coupe des écoles, coupe suisse, coupe d'Europe. Ces 2 opportunités nous permettent de mettre en place l'année de la robotique et de passer de 2 à 4 acteurs clés. HEIGVD, YPark, la ville, et il m'en manque un. HEIGVD, YPark, et la maison d'ailleurs, forcément. Voilà. Donc, l'année de la robotique, in fine, ça a généré plusieurs collaborations et plusieurs éléments qui nous ont permis de nous positionner très justement par rapport à ça. 2 petites choses. En termes d'anecdotes, a fait une démo et une conférence sur la robotique dans l'archéologie avec une démo drone et puis une démo de robots chercheurs qui sont inspirés à peu près des robots qui font des recherches sur les planètes, ceux que la NASA envoie. On a eu l'opportunité d'avoir le spectacle robot de Biancali, une collaboration avec le théâtre Benoît Besson. YPark a pu développer un séminaire qui s'appelle Robotics, qui a eu tellement de succès qu'il est devenu pérenne. Et plus largement, on a eu les Numeric Games. Et puis, plus loin, et dans l'appropriation de la thématique,
la braderie de la Plaine, qui est une fête traditionnelle tous les 2 ans à Yverdon-les-Bains, a investi la thématique du robot et on a eu... l'affiche est hyper marrante et puis au-delà de ça, la décoration est inspirée robot. Reste que le risque inhérent par rapport à l'année du robot, c'était qu'on touche qu'un public geek, que la formation spécialisée et que le business to business. Même si c'était dans les axes et dans les buts de l'année du robot, il était quand même évident pour nous qu'il fallait qu'on puisse intégrer la population et que la population puisse s'approprier cette année du robot et puisse jouer avec le thème. C'est la raison pour laquelle on a envoyé à Happy City Lab le concept de l'année du robot en leur disant on a besoin de vous, là on ne sait pas comment toucher du public, on ne sait pas comment donner une nouvelle expérience de la ville à travers cette thématique et surtout on a un tout petit budget qui est à peu près 40 000 francs pour toute l'année thématique. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer à travers ça? Et maintenant je vais passer la parole à Dan Asher qui va vous parler de notre collaboration, des actions qui ont été menées et plus largement de Happy City Lab. Merci Danilo. Bonsoir. Non, je vais le faire, merci. Merci de m'accueillir ce soir, content de vous voir aussi nombreux. Je vais vous parler de Happy City Lab, de ce qu'on fait. Happy City Lab, on est une entreprise présente à Genève et on crée des expériences très fortes, émotionnelles pour faire vivre l'espace collectif d'une nouvelle manière. On travaille donc sur l'espace collectif qui peut être l'espace public, donc une ville avec ses habitants, une entreprise avec ses collaborateurs ou une marque avec ses clients. Et là, donc, le terrain de jeu, c'était la ville d'Yverdon. Comment on arrive à faire s'approprier par les habitants la thématique d'une année autour du robot. Évidemment, avec un budget de 40 000 francs, donc, qui était un bon challenge en soi. On a eu commencé à avoir plein d'idées en fait. On a fait un brainstorm et on s'est dit allez, on va créer en fait une sorte de portal dans une rue avec un laser au travers lequel les gens pouvaient traverser, se retrouver dans un autre environnement. On a pensé à projeter en fait des portraits d'androïdes participatifs et que les gens pouvaient faire bouger sur des bâtiments, sur des arbres. On a pensé à mettre au sol le passage en fait d'un robot géant qui aurait laissé des traces en écrasant des voitures, plein de choses. Mais bon, assez rapidement, on s'est retrouvé en fait face à la réalité du budget et de la possibilité de faire environ 5 installations sur l'année. Très concrètement, ça s'est concrétisé en premier en fait avec une rentrée matière. On a créé 3 affiches. Donc des grandes affiches qu'on a mises dans la rue qui retraçaient les 3 lois de la robotique que je vais vous lire. Les 3 lois. Donc, premièrement, une affiche disait que ce sont les lois de la robotique de Asimov. Donc, ce sont un robot ne peut porter atteinte à un être humain. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres d'un être humain, sauf si cela rentre en conflit avec la règle numéro 1. Et la 3e affiche, la 3e loi, un robot doit protéger sa propre existence tant que ça ne rentre pas en conflit ni avec la 1re loi, ni avec la 2e loi. Donc voilà, ça c'était à l'entrée de la ville, donc à la sortie de la gare, vraiment pour cette rentrée en matière sur l'année. Après, on a commencé avec une petite installation. On a créé en fait ce robot, on l'a placé sur la place Pestalozzi, donc à la place vraiment le cœur de la vieille ville. Et ce robot est assez particulier dans le sens qu'on peut venir à l'arrière du robot et parler dans un micro et ça transforme sa voix en voix de robot. Et vraiment, c'était l'idée de mettre ceci en appropriation à la population, voir qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Je me rappelle la réaction de Danilo, il dit ah, mais ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer? Il y a tous les coups, les gens ils vont le mettre à terre. Et puis j'ai dit mais écoute, c'est une expérience, on regarde ce qui se passe. Et vous allez voir que c'est un terme que je vais utiliser beaucoup, une espèce d'expérience, et de mettre en fait le projet dans les mains de la population. Donc on a posé un beau jour à midi ce robot.
Et on s'est mis à distance. Et là, directement, on a commencé à voir les premières personnes qui venaient, qui se mettaient derrière et qui faisaient leur annonce amoureuse, qui professaient la fin du monde. Ça allait un petit peu dans tous les sens. Ça a presque eu trop de succès au point où, en fait, la ville de Yverdon ont dû le bouger et le mettre sur une autre place qui était un petit peu moins proche des habitations. Une deuxième action on a fait, toujours dans l'idée d'aller au-devant de la population et rencontrer vraiment d'autres types de publics, que ce soit les familles, les personnes plus âgées, dans tous les sens. Et là, c'était plus l'aspect familial. Donc toujours sur les robots, donc on s'est dit, il y a des robots. On a créé tout un scénario qui était, il y a eu une invasion de robots. Il y a 1000 robots qui sont venus et qui se sont éparpillés dans ce parc. Et on a invité donc tous les enfants de la ville à venir nous aider. Donc on était tous déguisés, enfin on était toute une équipe. Je suis pas là, mais j'ai un scaphandrier et tout, c'était assez chouette. On est allé au marché, on a distribué donc de l'information. Il y a les écoles qui ont distribué de l'information aussi. En des enseignements, c'est qu'il faut s'y prendre plus tôt dans les écoles, n'est-ce pas? Et en fait, donc, au matin même, on avait toute une ribambelle, ils étaient assez nombreux, je crois qu'il y avait peut-être 200, 300 enfants qui étaient présents. Et donc, on était là avec tout notre scénario. Oui, on a besoin de vous pour sauver la planète derrière vous. Une invasion de robots est en cours, on a besoin de vous pour aller chercher différents robots. Et donc, on a éparpillé 1000 petits robots dans ce parc et on envoyait en fait les enfants, les uns après les autres, récupérer chacun 2 robots blancs, un robot rouge et un robot noir, et les ramener et puis nous montrer, nous faire un rapport. Et ça marchait super bien, les enfants étaient à fond, et c'était un sacré succès. Tu peux juste me dire en fait le retour que tu as de ce côté-là, côté ville? Alors, il s'est passé 2 choses. La première, c'est qu'on avait fait une campagne d'affichage, on l'a pas payé, parce que les gens ont trouvé que c'était génial et qu'ils étaient partie prenante. Et en fait, on s'est fait engueuler après parce qu'on n'avait pas prévu cette année de faire une invasion robot. Ça. Donc le succès a été monstrueux et immédiat. Et par rapport à ce qu'il disait, en fait, envoyer des flyers à l'école en général 3 semaines avant, c'est beaucoup trop tard en fait. Il en faut 6, il y a un effet de cascade monstrueux. Enfin, on s'est beaucoup amusé et nous, on était enthousiastes. Merci. Donc, comme vous le comprenez, c'est toujours dans l'idée de trouver des solutions le plus simples possible, qui ne sont pas forcément onéreuses, mais qui ont un impact émotionnel sur la population. Donc là, les enfants, ils étaient à fond. Et l'idée, surtout, ce qu'ils avaient enchanté, c'est qu'ils pouvaient repartir avec ces robots. Ils disaient, oui, il faut les choyer, on a besoin de vous pour que ça devienne vos amis, que les robots deviennent nos amis. Donc ils sont là, ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà, on a plein d'histoires sur la vie qui continue donc, de ces robots chez tous ces enfants. Après, on a eu l'occasion de créer une projection de Ciné Transat. Je ne sais pas si vous connaissez Ciné Transat. Ciné Transat, c'est des projections qu'on fait à Genève. Ça fait 7 ans maintenant. C'est un très bel événement qui a lieu dans un super beau parc au bord du lac où on projette des films gratuits. On monte et on démonte toute l'installation tous les jours. Et les gens ils viennent faire des pique-niques avant le film, et, à même le sol. Et après, le film commence, il passe une très belle soirée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, le film, c'est juste un prétexte pour ce qu'on arrive à faire vivre aux gens sur la population. On fait plein de choses pour que l'expérience bascule et que ça devienne une expérience collective. On part de l'expérience du cinéma où si on parle à son collègue à côté de nous pendant un film au cinéma, rapidement il y a quelqu'un qui va commencer à nous donner des coups de pied dans le siège et en nous disant « Chut, taisez-vous » à une expérience collective où tout à coup les gens ils vont commencer à siffler les méchants pendant le film, ils vont applaudir les gentils, ils vont à la limite danser, chanter des karaokés géants. Voilà, on fait plein de choses pour que ça devienne une expérience collective. Donc premièrement, on passe que des films cultes qui finissent bien. Donc ça, c'est la première chose. Après, on a des soirées à thème où voilà, on a une décoration, les gens ils viennent déguisés, on a des concours de pique-nique, on a du karaoké géant où c'est pas une personne comme moi qui prend le micro et qui vient se la péter devant tout le monde, mais toute la foule qui chante ensemble. C'est très rare. Ici, on n'est pas une culture où on chante beaucoup dans la rue et encore moins ensemble. Et là, tout à coup, la foule se trouve vraiment entraînée. Et on fait plein de choses qui créent ce moment-là. En fait, derrière vous, c'était la soirée Bollywood. Et donc, pour la soirée Bollywood, là, on vient avec des danseurs
et qui viennent enseigner en fait une routine. Et puis on dit bon voilà, soirée Bollywood, vous savez ce qui se passe. C'est moi qui suis au micro tous les soirs avec ma petite voix et qui dit bon ben soirée Bollywood, donc tout le monde debout. Et là, il y a 3000 personnes qui se lèvent et qui se lancent dans la petite danse. Assez incroyable. Donc vraiment cette expérience collective, un très très bel événement. Et à Genève, maintenant on a pratiquement jusqu'à 90 000 personnes sur l'été. Donc ce sont des soirées, une soirée normale c'est entre 2 et 3 000 personnes et ça va jusqu'à 7 000 personnes par soir. Et c'est devenu vraiment un événement clé de l'été à Genève. Et d'après l'Office du tourisme, c'est le 3e événement de l'été, après les fêtes de Genève, la fête de la musique, Ciné Transat. Et donc voilà, la volonté c'était de faire un test à Yverdon, voir comment ça marcherait, est-ce que ça prendrait. Et donc on est venu avec une soirée où on a projeté le film iRobot, évidemment, dans la thématique. Et le challenge, c'était de voir si, voilà, ça faisait 7 ans maintenant qu'on faisait à Genève, si on arrivait à faire passer cette émotion et ce vécu. Et ça a très, très, très bien marché. Donc, on avait un atelier de construction de robots en carton au déguisement pour les enfants. On avait une sorte de go-go dancer robot qui se promenait dans la foule avec une sono donc, sur lui qui venait proposer aux gens de passer leur propre musique et de danser avec eux. Plein de différentes choses et ça a pris instantanément. Les gens se sont retrouvés vraiment dans cet environnement à réagir au film, à se réjouir. Et il y a quelque chose de particulier à propos de Ciné Transat, et c'est quelque chose qui se retrouve dans la plupart de nos événements, c'est que, encore une fois, on demande que les visiteurs soient acteurs de l'événement. Il y a vraiment un aspect participatif et un aspect d'appropriation très important. Et donc, il y a des transats qui sont à disposition ou en location. Et à la fin du film, je reprends le micro et je leur dis, j'espère que vous avez pas... Je dis toujours la même chose. Est-ce que maintenant, comme d'habitude, si vous avez un transat, on vous remercie de l'amener là où vous l'avez trouvé. Et merci de nous donner un coup de main et de les mettre dans les containers qui sont sur le haut et sur le bas de la pelouse. Et c'est le moment le plus stressant de la soirée parce qu'il y a tout à coup 300 transats qui reviennent en même temps et une fois que tout le monde est parti, avec des soirées jusqu'à 7000 personnes, on ratisse toute la pelouse et on ramasse, on remplit même pas en sac poubelle de déchets. Les gens vraiment s'engagent. Et donc là, le challenge, c'était de voir à Yverdon qu'est-ce qui va se passer. Et ça a été assez drôle de voir la réaction de Danilo, parce que Danilo, il était là, ouais, mais je vais marcher. Et puis du coup, il avait engagé pas mal de monde en fait pour s'occuper d'aller rechercher tous les transats et ratisser la pelouse. Et en fait, ils n'ont rien eu à faire vu qu'il y a tout le monde qui a ramené ses transats et qui a ramassé ses déchets. Donc encore une très très belle expérience d'appropriation par la population. Enfin, ça c'était pour la fin de l'année des robots. Il y avait une exposition à la maison d'ailleurs sur portrait robot. Et donc c'était juste une dernière action en fait où on est venu en fait avec un panneau. Typiquement ces panneaux on vient se mettre devant pour se prendre en photo. Il y a un trou pour la tête, mais là en fait on est parti sur un autre aspect. On pouvait venir s'installer aux commandes d'un robot géant et se faire prendre en photo. Toujours en fait dans l'idée d'amener cette thématique des robots au devant de la population, mais aussi en lien avec les différents partenaires. Ça a super bien marché. Réaction encore une fois du musée qui s'est dit mais je ne vais pas pouvoir mettre de garde devant cette installation, qu'est-ce qui va se passer, elle risque d'être détruite et donc elle était présente pendant 10 jours et ça a super bien fonctionné au point, tu veux parler peut-être un tout petit peu de cette expérience? Alors moi je suis le mec qui a tout le temps peur et c'est vrai, voilà, c'est comme ça. Et ça a tellement bien marché qu'en fait ça a généré plus de flux au travers de l'exposition. Et que comme pour le robot, en fait, dès le moment où il a disparu, il y a eu de l'inquiétude, les gens nous ont demandé quand est-ce que ça reviendrait. Et on n'a pas de réponse à ça actuellement, forcément. Mais on part d'un principe de peur et Dan répond toujours par il faut prendre le risque et il faut avoir confiance. Et c'est un peu ce qu'on découvre, nous, en tant que ville. C'est que générer de la confiance provoque de la confiance et génère de l'appropriation. Donc une belle expérience et aussi donc toujours dans ce travail d'image en fait. Déjà l'image donc qu'on a sa propre une ville où il y a potentiellement
des problèmes de déprédation et autres, et en fait où ça fonctionne. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Du coup, ça c'est ce qu'on a fait à Yverdon. Il y avait encore 2-3 autres choses, mais je vais vous parler d'autres projets qu'on fait un petit peu ailleurs aussi. Là, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Touch and Dance. Donc l'idée c'est de créer de la danse impromptue en pleine ville, sur des places. C'est un événement qui nous a appelé, qui s'appelle la Fête de la Danse, et l'idée c'était de proposer en fait des événements qui soient décloisonnés et qui aillent vraiment au devant de la population. J'adore cette installation. C'est une installation assez simple en soi. En fait, c'est une installation avec un sound system où on vous propose de venir avec vos propres lecteurs MP3, de le brancher et de presser play et de danser si vous voulez. Sauf qu'il y a un problème, c'est que vous avez beau presser play, tout ce que vous voulez, la musique ne se lance pas. Et c'est là où vous commencez à lire le panneau avec l'inscription qui est apposée à la structure. Et ça dit, branchez votre lecteur MP3, lancez play, posez votre main sur cette plaque et réunissez au moins 7 personnes pour créer une chaîne humaine pour relier l'autre panneau qui est à environ 10 mètres de distance pour lancer la musique. Et là, les gens, ils sont là, ouais, mais attendez, ah oui, et vous, monsieur, et vous là-bas, venez. Et en fait, les gens, tout à coup, ils créent cette chaîne humaine, relient les deux interrupteurs, et là, la musique, elle se lance pendant 3 minutes 30. Il y a en haut, sur la structure, il y a une télé avec un décompte qui tourne, et donc pendant 3 minutes 30, les gens, ils commencent à se danser, à se lâcher un petit peu, et après 3 minutes, ça fait play again. Et donc, c'est reparti, les gens, ils doivent donc chercher encore à créer ces chaînes humaines. Un projet très beau qui a vécu vraiment de manière très différente. Là, c'est plutôt l'après-midi, donc à côté, il y avait un espace avec des jeux pour enfants. Le soir, des foules complètement très différentes. Et en fait, ce qui est très particulier, c'est qu'on crée du lien entre les gens, mais physiquement, où les gens donc, se touchent pour vivre cette expérience positive ensemble. Là, il s'agit d'une autre expérience qui s'appelle Turn Me On. C'est un projet qu'on a fait dans 2 villes différentes, ville de Vernier et ville de Neuchâtel. Et on travaille... je vais revenir. On travaille sur aussi l'appropriation de la ville, de son quartier, de ses bâtiments. Comment on redonne vie à son quartier. À Vernier, on était plus dans un quartier vraiment d'habitation où il n'y a absolument aucune... présence d'art, comment on amène donc l'art dans les quartiers. À Neuchâtel, c'était plus comment faire vivre en centre-ville après les fêtes de Noël pour voilà cette appropriation aussi de l'habitant sur leur quartier. Ce que vous voyez pas là, c'est qu'on a placé des interrupteurs géants. Ils devaient faire environ 2,20 m sur 80 cm de large. Ces interrupteurs étaient posés à même la rue et en fait, les gens quand ils venaient et ça envoyait en fait des projections de yeux ou de bouches sur différents murs et ces yeux donc tout à coup ils s'ouvraient et pendant 1 minute ils vivaient à gauche à droite puis ils se refermaient où il y avait des bouches qui apparaissaient et puis qui disaient différents mots genre I love you ou des choses comme ça assez belles et on arrivait à lire les mots sur les lèvres. Une expérience très belle et là donc à Neuchâtel on a eu 10 000 clics donc ça a été utilisé de manière très intense pour tout à coup vraiment que les gens fassent vivre leur propre centre-ville et attirer en fait différentes personnes jusqu'à là. Un autre projet, celui-ci vous devez le connaître, s'appelle Jouer, je suis à vous. Donc ce sont les pianos dans les rues. Comment on arrive à faire d'un coup basculer carrément en fait l'expérience d'une ville. À Genève, on a fait 4 ans, on va revenir cet été. On place 60 pianos en libre service pendant 2 semaines dans les rues. Je vous promets que quand j'ai présenté ce projet à la ville de Genève, la réaction a été « Bon, Dan, tu sais, on t'aime bien, on aime beaucoup ce que tu fais, mais là, t'es complètement fou. En 2 jours, les pianos ils seront soit dans le lac, soit on y aura mis le feu. » Et j'aurais dit « Écoutez, c'est une expérience. Vous vous rappelez le coup de l'expérience. Regardons ce qui se passe. » Et ce qui s'est passé, c'était quelque chose de vraiment magnifique. Il y avait des pianos sur des places, à des arrêts de bus, au bord du lac, dans des ruelles. Et tous ont été joués de manière vraiment extensive. On a eu des enfants qui n'avaient jamais touché les pianos, qui commençaient à taper dessus. On avait des virtuoses qui donnaient des concerts avec une foule qui se créait, plein de gens avec des instruments qui se baladaient de piano en piano. Et ça a été super émotionnel. Vraiment quelque chose de très beau.
au point où en fait, quelques jours avant la fin de l'événement, il y a une communauté qui s'est construite sur Facebook très très rapidement. On leur a dit profitez des pianos, vu que encore dans 3 ou 4 jours, les pianos vont repartir. Et là, on a eu des centaines de messages. Non, c'est pas possible, les pianos doivent rester. J'ai jamais vécu ma ville comme ça. J'ai rencontré plein de gens, j'ai chanté, dansé toute la nuit jusqu'à 4 heures du matin. Vraiment super, super fort. Et aucun des pianos n'a été détérioré. Et ça, c'est super fort. Quand il se mettait à pleuvoir, en fait, à l'arrière du piano, il y a une bâche qu'on peut utiliser pour recouvrir le piano. Et donc, il se met à pleuvoir. Nous, on commence à faire le tour des pianos. Mais chaque fois qu'on arrive à un piano, le piano, il est déjà couvert par les gens, la population elle-même. Et souvent, on trouve des gens sous la bâche, encore en train de jouer. Un moment très fort pour moi, à part tous les feedbacks qu'on a pu recevoir, et le fait que le maire de Genève, donc l'année dernière, a dit comme quoi ce projet était à présent pérenne, hein, donc il revient cette année encore. Ça a été que la voirie m'a rappelé à la fin du projet et ils m'ont dit Dan, tu nous as redonné confiance en la population. Et ça, c'est super fort. J'ai poussé le projet des pianos plus loin. Donc je me suis dit, ok, je vais créer des concerts entre minuit et 1h du matin que les jours de semaine autour de ces pianos. Et là, donc la réaction a été directement, mais pourquoi moi je travaille le lendemain et comment je vais y aller, etc. Et je dis, oui, mais l'expérience, elle commence maintenant avec vous qui vous posez ces questions. Comment je vais y aller, comment je dois m'habiller, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y aura du monde sur place? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 200 à 300 personnes chaque soir en train d'écouter des concerts classiques vraiment dans un respect incroyable, ou à danser du tango, ou à chanter et taper dans les mains avec des concerts de musique cubaine, quelque chose de super beau. On a fait ça 2 années et l'année dernière, on a fait ce projet qui s'appelle The Lost Piano. Et comme vous pouvez le voir, en fait, juste aux portes de la ville, on a mis un piano à queue au milieu d'un champ. Et quelque chose de vraiment superbe en fait comme expérience et comme vécu, mais le vécu, encore une fois, il commence avec tout le processus pour arriver sur place, pour arriver à trouver le piano, se repérer, se balader avec sa langue de poche et des concerts dans cet espace vraiment hors du temps et avec une communion vraiment qui se crée entre les participants et aussi entre le musicien qui est a cappella et non sonorisé, et une très très grande proximité avec les gens qui sont venus l'écouter. Là, je vais vous parler de Streetlight Orchestra. Quand je vais en concert de musique classique, je suis super frustré. J'adore, hein, mais dans le sens, j'ai qu'une envie, c'est de me lever, d'aller me balader au sein de l'orchestre pour aller découvrir en fait et entendre les différents instruments de manière séparée. Du coup, en fait, on a gagné un concours pour la fête de la musique à Genève, et cette installation commence à tourner. Elle était présente à Nyon, dans un quartier très très populaire, à haute densité. Et Streetlight Orchestra, ce sont 5 lampadaires. C'est une création lumière et son. Et ces lampadaires diffusent de la musique classique, sauf que ces œuvres de musique classique, elles sont séparées par groupe d'instruments où chaque lampadaire diffuse son groupe d'instruments, donc les cuivres, les cordes, les percussions, etc. Et le lampadaire qui est au centre, lui, joue en fait ce qu'entendrait le chef d'orchestre, donc il entend l'orchestre en entier. Et là, en fait, on arrive à faire basculer en fait cette expérience où on a des feedbacks où les gens nous disent oui, moi si je passe de la musique classique chez moi, en 30 secondes il y a mes enfants qui sortent de la pièce. Et là en fait tout à coup les gens viennent, ils restent 25 minutes, une demi-heure, 40 minutes à vraiment découvrir ces œuvres et à vraiment profiter de ces lieux et de faire leur expérience physique, à se déplacer de place de lampadaire en lampadaire. Et donc on a fait ça dans ce quartier à Nyon, et le but de la ville de Nyon était de faire découvrir ce quartier, de faire venir d'autres personnes dans ce quartier et transformer un petit peu l'image de ce quartier. Et ça a fonctionné, donc ça a été vraiment très, très, très aimé, ça a eu une couverture médiatique assez importante. Et nous, on a fait des relevés, on a vu que 88% des visiteurs n'étaient pas du quartier de la Levrate, en l'occurrence, où ça s'est passé. J'arrive au bout, on a fait vraiment, l'année dernière, on a fait 26 projets différents dans 5 villes différentes. On a une équipe de 7 personnes, mais on travaille vraiment sur cet espace collectif qui est cet espace
entre deux personnes, cet espace entre deux collaborateurs, cet espace entre une entreprise et sa marque, comment on arrive à faire basculer cette expérience et créer en fait cet espace de rencontre, de partage et d'émotions positives. Et comment on arrive finalement à faire basculer une image, et là dans ce cadre-là c'est l'image d'une ville, vraiment donc de repenser de manière créative ces espaces collectifs pour faire basculer cette expérience. Je vais repasser la parole à Danilo. Merci. Bon, pour en terminer, un peu de projection. Dans le cadre de l'année du robot, on a eu les Numeric Games, qui était une première mondiale en fait. C'était une projection, jusque-là tout va bien, avec 4 illustrateurs qui bossent en même temps sur 4 ordinateurs différents pour générer des œuvres qui sont projetées sur l'hôtel de ville, autour du robot. Donc c'était 4 très grosses pointures de l'illustration de la SF. Et c'était le teaser en 2015. En 2016 va avoir lieu la première édition des Numeric Games, qui va traiter de la culture numérique au sens le plus large et exhaustif du terme, avec 10 scènes. Ce sera sur 3 jours. Et beaucoup d'expérience. Ensuite, en 2017, on va parler de Schubert. Voilà. Dans ce cadre-là, on travaillera très certainement avec... même certainement, avec Happy City Lab, parce que un des objectifs pour la Schubertiade, c'est l'expérience du visiteur et la capacité d'élargir les publics par rapport à la Schubertiade, qui est quand même 30 000 visiteurs, dont la moyenne d'âge est un petit peu haute. Et donc nous, on aimerait la faire descendre un petit peu. Et les prémices qu'on a, hein, c'est de parler de l'hashtag France par rapport à Schubert. Plus largement, l'année prochaine, on va parler de la passion. Et pourquoi l'année prochaine et pas d'année thématique cette année? Parce que cette année, c'est une année électorale. Voilà. Et c'est que surtout qu'on a besoin de structurer un minimum ces années thématiques, de voir comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on se projette à plus long terme. Parce que les théâtres, les institutions culturelles projettent quelquefois à 24 voire 36 mois leurs expositions. Et dans ce cadre-là, on a besoin de pouvoir s'injecter plus largement et plus loin par rapport aux années thématiques. En tout cas, l'année prochaine, on parle de la passion entre Roméo et Juliette, le romantique Franz, et d'autres installations, type un concours de sérénade, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je propose à Dan de revenir vers moi